Alors, nous allons terminer petit à petit notre après-midi du colloque transition de cette année par un trajet en transition scolaire présenté par M. Fouarge et M. Gillet. Un trajet scolaire, je pense, en Wallonie, n'est-ce pas? Oui. Bienvenue. Merci. Difficile d'intervenir après. Merci. Voilà. À l'école, des élèves ne trouvent pas leur place pour diverses raisons. Beaucoup de projets sont nés autour de ces inadaptations. Certains ont visé une solution globale pour une déficience avérée, intellectuelle, sociale. C'est la naissance de tous les centres d'accueil pour jeunes en difficulté et par extension de l'enseignement spécialisé. Luc est là pour en témoigner. Il est né à l'intérieur de tout ce foyer de création, puisque son papa était, je crois, bien placé pour en témoigner à l'époque. Rapidement, nous avons constaté qu'à l'intérieur même de ces institutions scolaires adaptées, il en était toujours qui ne trouvaient pas leur compte. Donc à l'IMCE où je travaille, dans un enseignement secondaire spécialisé à Erqueline, a été créé un projet relais qui avait pour but d'accueillir des jeunes qui, à un temps donné, perdaient le rythme, ne pouvaient plus se projeter, refusaient tout apprentissage, enfin, en gros, ne correspondaient plus aux critères attendus par l'école, pour des raisons familiales, sociales, psychiques. Les élèves y étaient accueillis en moyenne pendant 3 mois. Je dis bien en moyenne parce qu'ils pouvaient avoir de légères différences. Ce qui leur était proposé correspondait à un ensemble d'activités gravitant autour des arts et tournées vers l'extérieur. On retrouvait là l'art et les voyages. Ils avaient l'occasion de s'essayer à de nouvelles orientations à l'intérieur de l'école comme à l'extérieur. Un ensemble de compétences transversales furent notre canevas de référence pour évaluer leur évolution, parce qu'il ne s'agissait plus à ce moment-là de parler de bulletins ou de compétences en français, en maths. On visait tout à fait autre chose. Et c'est ici que nous entrons dans le propos du jour. Malgré nos efforts pour adapter notre proposition pédagogique, des élèves semblaient ne jamais vouloir nous quitter. Ça n'était pas nécessairement négatif, mais ça n'était pas du tout scolaire. Des mois plus tard, ils s'évertuaient à faire échouer tous les projets qu'on leur présentait, que du connu pour vous tous. Mais néanmoins, l'organisation scolaire était mise à mal. Encore aujourd'hui, nombreux enseignants considèrent qu'il n'entre pas dans leur fonction de résoudre ces problèmes liés au psychisme. On n'a qu'à les envoyer chez un psychiatre et leur donner des médicaments adéquats, et quand ils auront les médicaments, ils reviendront. Les institutions qui les accueillent devraient les envoyer plus souvent chez un psychologue. De toute façon, au pire, c'est un boulot d'éducateur, ce n'est pas un boulot de prof. Nous, on est là pour leur apprendre un métier ou leur permettre d'intégrer un foyer pour adultes ou un atelier protégé. On est dans l'enseignement spécialisé. Alors, fin de la parenthèse d'humeur, il était temps d'essayer autre chose. La base du projet relais pouvait être conservée. La base était simple, bienveillance, l'expression par les arts et les sorties hors de l'école. On pourrait ajouter à ça quantité d'autres choses, mais on était dans cet esprit-là. Il manquait une dimension plus attentive aux émotions et à leur expression pour acquérir un bagage psychique suffisant pour s'ouvrir au monde et à l'école. Tout ce que je vais évoquer maintenant semble aller de soi. Chacun y retrouvera ses propres besoins, mais aussi ses propres blocages. Parce qu'il a fallu qu'on définisse ensemble comment faire. Parce qu'évidemment, il fallait qu'on arrive à convaincre les gens à l'intérieur de l'école de fonctionner autrement. Alors, la première chose qui nous a semblé évidente, tellement évidente que les gens nous demandaient pourquoi on voulait faire ça, c'était de vérifier avec tous les intervenants. Quand je dis tous les intervenants, c'était bien tous les intervenants, c'est-à-dire éducateurs, parents, en fait, toute personne qui approchait le jeune qui se présentait à nous, de vérifier que les informations du dossier étaient exactes et complètes.
parce que, aussi étrange que ça puisse paraître, parfois les dossiers affichent des choses complètement aberrantes. J'ai un élève comme ça qui, à une époque, a été présenté comme étant autiste. 3 mois plus tard, il présentait ici à Bruxelles une conférence sur la bande dessinée, ce qui montrait quand même un progrès phénoménal en un temps record. Donc on pouvait s'étonner de ces informations. S'informer aussi des attentes de chacune des parties, savoir si chaque partie est bien au courant de ce qu'elle souhaite, des attentes, des rêves. Qu'est-ce que le jeune rêve de quelque chose, mais est-ce que ses parents rêvent de la même chose? Une bonne question. Répertorier les blocages d'apprentissage psychologique, même si on ne les comprend pas, ni les interpréter en vue de délier par des actions quotidiennes et le dialogue. Et alors, ce qui était le cœur de l'action, c'était changer régulièrement de techniques et de canaux d'apprentissage. L'audition, la vision, le geste, le goût, l'odeur, la sensibilité, l'affectivité, l'imitation, la création, l'imagination. Les petits points peuvent continuer à l'infini. Et évidemment, seul, en petits groupes, avec des étrangers, pas trop étrangers au début, et puis après on peut accentuer. Varier les lieux d'apprentissage, voyager. Travailler avec ce que le jeune nous donne, même si c'est faux. Ça, c'était le truc le plus difficile à accepter par les collègues. C'était d'accepter qu'un jeune puisse me dire quelque chose qui était faux et que je considère que c'était vrai. Je vais donner un exemple simple. Un des jeunes dont je me suis occupé m'a un jour annoncé que son père était mort. Okay. On a travaillé pendant longtemps ensemble et il est sorti du projet, il est allé dans une forme 3 de qualification, il est sorti avec les félicitations du jury, et il y avait donc la remise des diplômes. Et ce jour-là, il est venu me revoir en me demandant si je pouvais inviter son père. Et je lui ai dit, écoute, ça va être difficile. Donc c'était plusieurs années plus tard. Hein. J'avais la mémoire longue, je lui ai dit, écoute, ça va être très difficile, parce que je n'ai pas cette capacité de faire revenir quelqu'un du passé. Et là, il a souri, j'ai souri, on s'est compris. On a pris le téléphone et on l'a appelé. Le projet PAT naissait à ce moment-là. Alors, PAT, projet actif thérapeutique. Alors, ambition pompeuse, mais en tout cas sincère et sérieuse. Alors, projet actif, parce qu'il fallait justifier auprès de... Ça a d'abord commencé la première année par projet actif. On y a ajouté thérapeutique. Le jour où j'ai demandé à Luc de venir, ça donnait un truc sérieux, un argument sérieux qui pouvait me permettre d'avancer ce mot. Donc, projet actif, parce que comme on bougeait beaucoup de trop pour beaucoup de nos collègues, en s'appelant projet actif et en ayant la bénédiction de la direction, ça justifie. Alors, comment évoquer la pertinence de ce projet sans parler d'expérience ou de souvenirs? Alors, tous m'apparaissent. Tout ce que vous avez décrit m'a rappelé plein de souvenirs. Je voyais à travers les visages de chacun des 3 jeunes ici et à travers le visage du papa qui s'est exprimé tout à l'heure, toute une série de souvenirs et d'émotions. Et émotions parce que, je veux dire, il y a certaines histoires qui nous ont trop appliquées pour qu'on puisse en parler tranquillement au micro. Voilà. Donc j'en ai pris une qui me semblait plus récente, plus joyeuse, même si la fin est un peu bizarre. Alors, Manon nous arrive à 15 ans, presque 16, non scolarisée depuis plus de 2 ans. La tête penchée au sol, incapable de prononcer une phrase, terrorisée à l'idée de replonger dans un caillot bruyant d'école. On la conduira devant notre école et il faudra qu'elle rentre dans une arène pour elle. Un masque sur le visage, et si elle pouvait, elle se couvrirait la tête tout entière. Les minutes passent. Elle est reçue traditionnellement par le directeur comme nouvelle élève. C'est son 2e défi, entrer dans le bureau. Et je l'accompagne.
Le directeur essaie de la rassurer, l'invite à venir la voir au besoin, aussi souvent qu'elle veut, pendant la récréation. Elle ne dit rien. Elle n'a pas besoin de lui, ni maintenant, ni demain, ni jamais. Au revoir. Nous ressortons, pas un mot, le droit au silence est respecté. Nous arrivons en classe. C'est qui? D'où elle vient? Comment tu t'appelles? N'aie pas peur. Mais elle a peur. Et puis ça passe. Les minutes passent. Ouf. Elle n'a pas fui. C'est déjà pas mal. Chacun lui proposera d'essayer à son rythme les activités qu'il croit intéressantes. Je parle ici des enseignants. Je dis bien qu'il croit intéressantes. Avec patience, bienveillance, mais toujours aucune joie dans ses yeux. Puis vient l'incident. Au moment où on ne l'attend pas, elle perd pied, elle ne tient plus sur ses jambes, elle est secouée de spasmes, on est dans la cour de récréation, il y a trop de monde sans doute, mais on n'en sait rien. Il faut dégager. On l'emmène dans un coin de la classe, dans la classe où il y a un coin salon, on va plutôt décrire ça comme ça. On l'étend sur le fauteuil. Les autres élèves décident d'un commun accord de quitter les lieux. Il vaut mieux qu'on s'en aille. La crise dure longtemps. Je lui tiens la main. Je lui caresse la tête. J'essaie de garder le contact physique, à défaut d'autre chose, puisqu'elle ne parle pas. On téléphone à son centre, puisque un éducateur se présente. Je dis, écoute, téléphone au centre, demande-leur. Il y a peut-être une information qui ne nous est pas passée. On ne sait jamais. On me dit que ça arrive, qu'il faut attendre, que ça passe. Si ça ne passe pas, ils viendront. Ça passe. Ouf. Le lendemain, elle est là, comme si de rien n'était. Mais on est vigilant. On n'est pas toujours dans la cour et on n'est pas toujours dans des endroits sécurs. Mais plus rien ne se passe. Nous sortons souvent à vélo, pas pour faire du sport, mais pour être en dehors de l'école le plus souvent possible. Les autres en parlent, ils aimeraient sortir. Manon dit, je ne sais pas faire de vélo. Les autres, merde. Les autres disent, c'est pas possible, tu as déjà fait du vélo quand même. C'est pas sérieux. Si, c'est sérieux, j'ai jamais fait de vélo. Que faire? Une partie du groupe attend de monter sur le vélo, et elle, c'est pas évident. Il y en a un qui dit, on va lui apprendre. Incrédulité, peur, aussi bien de sa part que de la mienne, mais pas de refus. On s'organise. On se décide qu'on partira à 4, pas avec tout le groupe, pour un premier essai, en BMX, dans une allée du jardin, pas trop loin. On essaie en mode draisienne, sans s'occuper des pédales. On fait 2 mètres, puis 5 mètres, c'est pas beaucoup. Puis 10 mètres, c'est trop ça, 10 mètres c'est trop. Manon zigzag dangereusement, pas de chute, sinon c'est foutu. Et puis tout à coup, il y en a un qui dit, et si on essayait les pédales? Allez, on va essayer. C'est plus compliqué, mais on va essayer. Elle veut recommencer, encore et encore. Je lui demande si je peux la filmer avec mon GSM. Elle me dit, oui, mais tu restes tout près. Je reste tout près. Les deux autres observent. Ils encouragent, mais ils ne s'en mêlent pas. Et puis ça marche. Elle fait 20 mètres. En zigzagant. Hein. Elle fait 30 mètres. Elle est grande et c'est un tout petit vélo. Hein. Donc c'est un peu comme comme on dit, une sauterelle sur une boîte d'allumettes ou je ne sais quoi. Hein.
Toujours des zigzags. Puis il y en a un qui propose, il dit, zigzag c'est dangereux ici dans le jardin, et si on allait dans la cour? Au moins là, elle peut zigzaguer, c'est pas grave. Bon, on va dans la cour. Là, il n'y a pas trop d'obstacles. Maintenant, on pousse le vélo, il n'est pas question d'y aller à vélo, c'est trop loin. Mais on y va. Elle se met en selle. Ça fait 2 heures que Manon s'acharne, avec quelques courtes pauses. Et puis elle pédale 50 mètres. Elle arrive au bout des 50 mètres. Elle met pied à terre. Elle se retourne. Elle retire son masque et a un sourire jusque-là. Manon fera plusieurs distances ce jour-là. Elle se permettra même de tourner et de faire le tour du terrain de basket. Mais il est l'heure. On va remettre les vélos, il est temps de repartir. La camionnette de son lieu de vie est arrivée. On accueille les jeunes uniquement une demi-journée. On se dit à demain. Quelques minutes plus tard, je vois Manon qui revient. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, tu pourrais montrer la vidéo à mon éducatrice? Je dis, pourquoi? Elle ne me croit pas trop. Je dis, pourquoi? Parce que j'ai jamais fait de vélo au centre. Elle me dit, mais viens, elle n'est pas loin, elle est à côté de la camionnette. J'arrive là-bas, souriante, impeccable, pas du tout revêche. Puis je lui montre la vidéo. Et puis là, comme moi aujourd'hui, beaucoup d'émotions. Elle est fière. Elle est très fière, Manon. Elle veut que je lui envoie tout de suite les photos et les vidéos. On ne part pas avant d'avoir me donné l'adresse email. Il faut que je lui envoie tout de suite les photos et les vidéos. Et puis, il y aura l'avant, comme on a dit tout à l'heure. Et puis, il y aura après. Et c'est toute la différence que l'équipe observera. Manon fera de nombreuses expériences positives dans les jours qui suivent, dans tous les domaines qu'on lui a proposés auparavant et qu'elle avait refusés, mais elle ne réclame plus jamais le vélo. Elle ne fera jamais le Tour de France, mais enfin, elle aura essayé et elle a réussi. Quelques semaines plus tard, nous apprenons que l'administration française a obtenu son placement dans un centre d'accueil en Belgique. Elle va donc fêter ses 16 ans dans un centre en Belgique. On va organiser un petit truc le lendemain. C'était attendu par eux, mais ce n'était pas attendu par nous, on n'était pas au courant. Elle va donc avoir 16 ans. Elle dit qu'elle est contente, que ça va aller. Pas de bisous parce que c'est le Covid. Adieu. Aucun contact avec l'équipe accueillante. Par contre, un grand merci de l'équipe qui nous l'a confié. C'est tout. Moi, je ne connais pas l'histoire, je l'ai découvert en même temps que vous. Mais je connais bien ce qui s'y passe. Alors moi, ce que je fais là-dedans, j'ai été contacté dans une fonction de supervision. Pendant des années, pendant plus de 30 ans, 35 ans, j'ai été directeur d'un établissement spécialisé en Wallonie, le COGA, qui est un IMP de la catégorie 140. Et tout en faisant ça, j'ai cheminé dans pas mal de travail sur la pratique de réseau. Et je me suis retrouvé à l'Institut Wallon de la santé mentale, tout en étant directeur du COGA. Et puis, il y a 10 ans d'ici, avec la directrice de Christiane Bontemps, la directrice de l'Institut Wallon, nous avons créé, pour répondre à un décret wallon, le CRESAM.
centre de référence en santé mentale ambulatoire. Aujourd'hui, depuis 4-5 ans maintenant, je ne suis plus directeur du COGA. Je travaille comme indépendant dans la guidance avec des familles. J'accueille de très très nombreuses familles. Enfin, je vais plutôt sur place dans les services de la protection de l'enfance, travailler avec des familles d'enfants placés. Et bon, voilà, ça c'est une grosse partie de mes activités. L'autre partie, c'est du travail d'accompagnement d'équipes en pédopsie, dans des équipes mobiles, dans des institutions psychomédico-pédagogiques, dans des institutions d'aide à la jeunesse. Voilà, voilà. Et c'est dans cette activité-là que je suis contacté par Christophe. Et Christophe, monsieur Christophe, c'est le directeur de Christophe. Je suis contacté par eux deux pour les accompagner dans la mise en place de ce projet PAT qui consiste à accueillir au sein de l'école des enfants des jeunes et des enfants qui auparavant auraient été réorientés parce que les professeurs auraient fini par dire c'est lui ou c'est moi, quoi. Hein, je caricature un peu, mais hein, pas trop. Voilà. Et donc c'est quand même fréquent hein, dans le cadre scolaire que, comment dirais-je, les enseignants s'asseyent sur un profil diagnostique hein, pour dire non, ça ne va pas être supportable pour nous, on ne va pas continuer. C'est extrêmement fréquent. Mais ils sont seuls là-dessus. Ils ne sont pas très aidés. Il y a bien des PMS, mais dans ces structures-là, on les voit relativement peu et leurs interventions sont extrêmement légères. Pour créer autour de ces équipes d'enseignants une culture de travail, une culture d'entreprise qui permet comment dirais-je, d'élargir la capacité contenante de l'école. Alors, pour vous expliquer ce que je fais comme boulot, je vais repartir de la vidéo que nous a présentée monsieur... oui, voilà, Peter, c'est ça? Oui, la vidéo avec Macron. Alors, je trouvais ça... Merci pour cette vidéo, je trouvais ça... J'avais vu, mais bon... Quelques semaines plus tard, le même Macron, au même endroit, derrière, s'approche de Barrière Nadar, les mêmes, probablement, et il prend une claque. Vous l'avez tous vu. Bon. Alors moi, en écoutant tout à l'heure, je me dis, ce serait quand même intéressant de mettre les deux vidéos les unes à côté des autres. Et puis je me dis, mais ce sont les mêmes, et les mêmes, ils ont grandi. Et puis un jour, Macron, tu es venu me dire que j'étais un petit con, hein, et maintenant tu prends ta baffe. Bon, je caricature, d'accord, je suis très respectueux néanmoins de la fonction présidentielle, mais je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quand même un problème, je vais pas pour faire le diagnostic de Macron, mais c'est quand même une réaction de prestance à laquelle on assiste. Et ce qui fait réaction de prestance et qui doit nous poser question à nous du côté du soin, des soignants, c'est pas tellement qu'il ait dit à ce jeune, écoute, tu es ici, je suis président, tu me vois. C'est pas ça qui fait le problème. Le problème, c'est son insistance. Il insiste. Alors moi, je me dis, mais peut-être que dans la deuxième vidéo, c'est un grand frère qui a dit un jour, toi le petit, je vais aller lui en coller une pour te venger. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose là qui se construit. Alors, mon boulot avec Pat, c'est il faut que les collègues, parce que bon, vous avez découvert avec plaisir, comme moi, Christophe, on sent qu'il est habité. Hein, et on sent qu'il a travaillé. Mais qu'il a travaillé, bon, c'est pas du côté pédagogique, c'est pas du côté de l'enseignement qu'on sent qu'il a travaillé. Il a travaillé au niveau de sa capacité à contenir quelque chose d'un peu dingue. Comme ça? Ça va? Tu m'arrêtes, hein, si je... Bon. Et, bon. Mais les collègues avec qui il travaille, et ils sont nombreux, les collègues qui viennent déployer 2-3 heures de ceci, 2-3 heures de cela dans son unité, pas du tout.
sont des enseignants. On ne leur reproche d'ailleurs pas d'être des enseignants, on ne leur reproche pas de ne pas avoir cette capacité contenante. Et donc mon boulot à côté de toi, c'est de créer cette culture institutionnelle qui permet de, comment dirais-je, de parler des réactions de prestance, comme avec Macron. C'est d'en parler et c'est de les anticiper. Bon, voilà en gros le travail. L'idée, c'est d'instaurer... tout ce que je vous dis, vous allez le trouver sur mon site internet qui s'appelle lucfouarge.com. Vous allez à l'onglet formation, vous descendez dedans, vous allez trouver équiper le travailleur psychomédico-social. Équiper, c'est lui donner une équipe. Lui donner une équipe qui va faire ce travail d'accompagnement et de soutien dans la plus grande bienveillance possible pour élargir la capacité contenante de cette équipe qui va entourer les jeunes qu'on accueille dans PAT. Alors, c'est simple, il y a plein de psys dans la salle ici. Ça s'appelle simplement développer une tiercité circulante au sein d'une équipe. Une tiercité circulante qui permet, en français, et pour ceux qui sont moins psys, tiercité, ça veut dire je peux voir de toi ce que toi, tu ne peux pas voir de toi. Voilà en gros ce que ça veut dire. Et mon job, c'est, à côté de, quand je vais dans les réunions d'intervision, c'est de créer cette culture d'intervision qui permet qu'on s'échange en cadeau. Les jeunes qui sont venus nous parler tantôt nous ont repéré ce qui fait que nous réussissons ou pas. Ce qu'ils ont réussi, c'est parce qu'ils ont été, et vous l'avez dit, vous avez été accompagnés par des gens qui ont créé du lien avec vous et qui ont repéré et mis en évidence chez vous toutes vos compétences d'humanité. C'est bien la question, à la fois du lien et à la fois... D'ailleurs, au passage, vous l'avez dit, et je suis d'accord avec vous, moi, le mot patient, je n'avale pas le mot patient. C'est toi qui l'as dit tout à l'heure. Je me dis, celui-là, ça je retiens, que nos collègues qui sont ici se souviennent bien de ce que tu as dit. J'ai bien compris que tu étais content qu'un jour on te dise, je ne suis plus patient. Je suis un humain. Voilà, peut-être que ça peut nous aider à questionner nos positionnements relatifs les uns par rapport aux autres et nous, les soignants, à l'égard des jeunes dont nous nous occupons. Voilà, donc mon job, c'est d'installer cette culture d'intervision qui fait qu'entre enseignants, dans ce contexte-là, on puisse éventuellement... Un des collègues assiste à une scène où un jeune est en train de faire monter le professeur, l'enseignant, au cocotier. Et il y grimpe, comme Macron a grimpé. Dans la réaction de prestance. Et puis, quoi? On le regarde faire et on ne dit rien. Et on compte les points. C'est ce qui se passe à l'école. Ou, de façon générale. Et dans pas mal, quand je vais en supervision, y compris dans des hôpitaux psy, où il m'arrive d'intervenir, je le vois, je le constate là aussi, même entre soignants, avec une culture psy, il est bien possible que, comment dirais-je, en raison d'une certaine frilosité, en raison d'une certaine difficulté à être proches les uns des autres, on soit dans l'incapacité de dire « je peux voir de toi ce que toi tu ne peux pas voir de toi ». Et je ne regarde pas cette scène innocemment, en faisant semblant que je ne l'ai pas vue, et en te laissant te casser la gueule relationnellement avec tel jeune. Bon, voilà. Sinon, parce que si je ne le fais pas, non seulement on ne soigne rien. Le soin démarre dans la capacité de cette culture institutionnelle, le soin démarre dans cette capacité de construire une dimension soignante commune, mais aussi dans l'exercice de la tiercité des uns par rapport aux autres, de façon circulante, comme je le disais, et avec une aisance relationnelle et humaniste qui franchit les diplômes, qui franchit les galons de médecin à infirmier, d'infirmier à éducateur, d'éducateur à enseignant, etc., de façon
tout à fait égale. Voilà en gros ce que vous pourrez trouver. Alors, je voulais aussi peut-être vous dire que si on parle de transition, j'aime beaucoup ce thème, cette idée de transmission. Je pense qu'il faut aussi aller un peu dans l'amont. Et dans l'amont de la transition, pour moi, il y a la transversalité. Et quand je parle de transversalité, je parle de transversalité des pouvoirs et des administrations. Et je parle alors de la dimension politique de notre métier, qui est de faire en sorte que quand on approche une problématique, comme le fait Madame Delven aujourd'hui, quand on approche une problématique comme celle-ci, on l'approche dans l'interdisciplinarité, dans l'interinstitutionnalité et à travers l'ensemble des niveaux d'autorité et de pouvoir qui sont exercés sur nous et qui nous subventionnent. Si on ne réussit pas cette transversalité, il y a peu de chances qu'on puisse réellement progresser. Comment dirais-je, on avait créé en Wallonie un magnifique travail qui a gêné un peu le politique. À la demande, comment dirais-je, soutenue par une certaine Madame Hendricks, qui avait un statut de directrice à ce qu'on appelle la WIC aujourd'hui, qui s'appelait la WIP auparavant, dans des accords, enfin, il a fallu passer par des accords de coopération entre l'aide à la jeunesse et le secteur du handicap pour pouvoir se mettre ensemble autour d'une table et travailler ensemble. Et travailler ensemble à propos de cette culture soignante dont nous parlons aujourd'hui. Ces groupes s'appelaient les groupes Jardins pour tous. Il y en avait dans tous les territoires. Et une structure fêtière de ces Jardins pour tous rassemblait des gens venant de l'administration et de la jeunesse, de la santé mentale, des SSM et des hôpitaux. Et au passage, vous avez entendu tout à l'heure notre camarade Titeka, qui lui faisait partie. Voilà. Donc on avait été un peu trop audacieux, trop ambitieux. On avait dépassé les frontières. On s'était mis à table des Bruxellois et des Wallons. Non, mais ça ne va pas. Si je suis au gouvernement wallon, il faut que mes deniers wallons servent aux Wallons. Alors, qu'est-ce qu'un Bruxellois vient faire là-dedans ? Voilà. Et je pense que si on veut continuer à réfléchir, il faut que... en tant que président du CRESAM, de temps en temps, je dois me réfléchir en me disant, si je présente un projet ou un travail que nos équipes de chercheurs ont réalisé, je dois faire attention. Est-ce que je le présente bien pour que ce soit présenté pour étant au bénéfice des Wallons ? Il ne faudrait pas que ce soit au bénéfice des Bruxellois. C'est du saucissonnage schizophrénogène. Et nous y participons. Moi, j'étais très content que Mme Delven invite un Wallon à venir parler à Bruxelles. Mais ce qui me pose problème, c'est que ça pourrait devenir un problème. Que, éventuellement, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne suis pas venu avec une casquette CRESAM, mais qu'éventuellement, parce que j'aurais une casquette CRESAM, je viens de bavarder avec vous. Ça, c'est quand même très gênant. Ce qui fait que, alors que, je ne sais pas, peut-être que parmi vous, il y avait des jeunes en territoire wallon. Oui, voilà, et un autre plus ou moins. Bon, mais vous êtes peut-être venu à l'hôpital à Bruxelles. Bon, ça ne devrait pas poser de problème quand même. Mais voilà que quand on réfléchit le métier et quand on réfléchit les politiques de subventionnement, ça devient problématique. Donc, et donc, je vous ai parlé du Jardin pour tous, mais figurez-vous que le Jardin pour tous, on s'est bien arrangé pour l'enterrer. Hein, ça a fonctionné pendant plus de 10 ans. Hein, et localement, sur le terrain, des acteurs enseignants, éducateurs, psychologues, personnel venant des hôpitaux psychiatriques, etc., se mettaient autour de la table et on faisait du travail
d'études de cas. Et à partir d'études de cas anonymisées, on réfléchissait, on pensait, comme vous le faites aujourd'hui, comme nous le faisons aujourd'hui, on pensait, mais qu'est-ce qu'on peut faire de mieux et comment mieux le faire? Bon, dans ce croisement. Alors, c'est éminemment créatif, tellement créatif qu'on se retrouvait à Charleroi, où moi j'étais animateur de cette plateforme, on se retrouvait avec 50 personnes dans un grand cercle, dans une grande salle, à discuter ensemble à propos d'une étude de cas, comme on l'a fait tout à l'heure avec des vignettes. Et on en tirait des leçons. Ce qui nous a amené à des choses, à élaborer des choses très, très concrètes, comme par exemple, peut-être qu'un jour, nous devrions, nous, aller rencontrer le directeur des TEC pour que la circulation des enfants qui en ont besoin pour aller chercher du soin, pour aller dans une activité sportive, etc., que cette circulation puisse se faire sans que ça coûte trop d'argent et sans qu'il ne passe trop de temps dans les transports en commun. Donc ça peut aller du concret comme celui-là. On va arrêter. Oui, vous avez raison de m'arrêter. Voilà, je vais arrêter. La première fois que je vois ça. Quoi? D'habitude, c'est moi qui parle plus. C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Voilà. On vous remercie.